La première chose que j'ai faite après être devenu un condamné à mort a été de déclencher frénétiquement 18 affaires criminelles à l'extérieur de la prison en seulement 2 jours. D'abord, Monsieur Kenken s'est noyé en prenant son bain, puis Monsieur Loï est mort étouffé pour avoir mangé trop vite. Tout le monde pensait qu'il s'agissait simplement de morts accidentelles, sans savoir que le véritable assassin était moi, celui qui porte en lui une rancune céleste dans l'ombre. Simplement parce que j'ai activé le système du juge de la mort, il me suffit de juger les criminels que la loi ne peut punir. Ainsi, je recevrai des récompenses pour devenir plus fort. Pourtant, il y a seulement quelques jours, j'étais encore un étudiant plein d'enthousiasme. Mais voilà que j'ai accidentellement été témoin d'une scène de crime dans une ruelle déserte. Quand j'ai été assommé et que j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé allongé sur un lit d'hôtel, couvert de sang. Avant même de comprendre ce qui se passait, 7 ou 8 policiers en civil ont défoncé la porte et sont entrés. Et on m'a affublé du nom de démon, celui qui a massacré 18 enfants innocents. Au tribunal, même avec 100 bouches, je n'aurais pu me défendre, car un témoin que je n'avais jamais vu est soudain apparu. Il a déclaré m'avoir vu de ses propres yeux traîner un enfant dans la ruelle. Ainsi, j'ai été condamné à la perpétuité et jeté à la prison de HCTHCH. En prison, j'ai été roué de coups par le chef de gang TriUH, à moitié mort. Mais je n'avais pas abandonné l'espoir de clamer mon innocence, car j'avais la ferme conviction que mes parents couraient partout pour moi. Ils trouveraient sûrement un moyen de laver mon nom, jusqu'au jour où un gardien m'a lancé qu'ils étaient morts. Mort sous la vengeance des familles des victimes, à cet instant, j'étais complètement désespéré. Cependant, au moment où j'étais à bout de foi et que je m'apprêtais à me fracasser la tête contre le mur pour en finir, une voix électronique a soudain retenti dans ma tête. Félicitations, l'hôte a activé le système du juge de la mort. À partir de cet instant, tu détiendras le pouvoir de juger tous les crimes. Et aussi la chance de ressusciter tes proches. En entendant cela, mon cœur a failli bondir de ma poitrine tant j'étais transporté de joie. La lumière qui m'appartenait est-elle enfin apparue? Ensuite, le système m'a informé que je n'avais qu'à juger les malfaiteurs pour recevoir des points de récompense. De plus, on m'a octroyé 4 capacités. La première capacité s'appelle perception du danger, quiconque nourrit une intention meurtrière envers moi sera immédiatement marqué par un point rouge dans mon esprit. En même temps, j'obtiendrai des informations de base sur cette personne. La deuxième capacité s'appelle vision de la criminalité. Je peux détecter les cibles portant des points de criminalité dans un rayon de 500 mètres autour de moi. La troisième capacité est création d'accidents. Je peux créer des accidents plausibles et adaptés à l'environnement dans une zone désignée. Ainsi, j'élimine la cible et récolte des points d'expiation. La quatrième capacité s'appelle invocation de soldats de la mort. Je peux utiliser les points d'expiation pour les invoquer. Ils peuvent être des assassins ou des gardes du corps. Après avoir digéré toutes ces informations, une lueur d'espoir a de nouveau jailli dans mes yeux. Ces 4 capacités seront mon plus solide soutien sur la voie de la vengeance et la clé de ce rêve apparemment irréalisable, ressusciter mes parents. Ensuite, j'ai commencé à tester le système et à éliminer ceux qui menaçaient ma vie. Le premier, surnommé Ementam, est mort étouffé par un ban bao de façon ridicule alors qu'il mangeait. Le deuxième, Li Shoyin, s'est noyé dans un seau d'eau pendant son bain. Et le troisième était le chef de prison TriUH, qui me tyrannisait. Il a été écrasé par un énorme rocher qui lui a fracassé le crâne lors d'un travail en extérieur. Ces 3-là sont morts par toutes sortes d'accidents différents. Même si le détective Conan venait ici, il ne pourrait jamais trouver la preuve de mes meurtres. Au même moment, j'ai récolté 120 points d'expiation. Mais ces maigres points ne suffisaient qu'à échanger contre un soldat de la mort insignifiant, sans aucune compétence. Totalement inutile face à la situation à laquelle je devais faire face. Après avoir lu la section d'introduction sur le panneau de contrôle des soldats de la mort, une idée m'est venue, ensuite, je devais en échanger un. Un condamné à mort ayant le statut de prisonnier pour me protéger à l'intérieur même de cette prison. Et le prix à payer est de 500 points d'expiation. Donc, je dois m'épuiser à gagner ces points d'expiation. Rapidement, j'active la détection de danger. Et je découvre que 2 personnes sont actuellement les plus grandes menaces pour moi. L'un s'appelle TRNong, surnommé GNHN. C'est le sbire le plus loyal de TriUH. D'habitude, ces 2 salauds, quand ils s'ennuient, me sortent pour me tabasser sauvagement. Un autre s'appelle Ngo CNGBNGPH. C'est un pervers au goût malsain pour les hommes. D'habitude, il me force souvent à ramasser son savon. Ces 2-là sont donc entrés sur ma liste de ceux qui doivent mourir. Mais je sais que si je ferme les yeux et abuse des capacités du système, je risque fort d'augmenter les chances d'être découvert. Alors, je me suis imposé 2 règles de fer pour la purge. Premièrement, les cibles que je choisis doivent être totalement aléatoires. Mélanger ceux que je veux vraiment tuer parmi des cibles choisies au hasard. Cela peut réduire le risque de détection. Deuxièmement, je suis obligé d'espacer le temps entre chaque action. Parce que la prison de ATHCH a un quota de décès chaque mois. Si trop de gens meurent en peu de temps, cela attirera sûrement une enquête de l'administration. Sur la base de ces 2 règles de fer, j'ai rapidement trouvé 4 autres cibles. Ainsi arriva l'heure du déjeuner le lendemain. Je prends mon plateau et m'assois dans un coin isolé, puis je verrouille rapidement ma cible numéro 1, Kenken. À ce moment, il affiche un air arrogant, savourant son déjeuner que ses sbires lui ont rapporté. Non loin de là, un détenu maigre porte un plateau et se dirige vers lui.
Et sur ce plateau, il y a un bol de cacahuètes. Alors, une lueur éclatante brille dans mes yeux. Car Ken a des antécédents d'allergie extrêmement graves aux cacahuètes. Peu après, le détenu maigre arrive près de Ken. Sans aucun geste superflu, j'ordonne directement dans ma tête. Activation de la capacité de création d'accidents, cible, Ken. Le détenu portant le bol de cacahuètes, en passant à côté de la table de Ken, va trébucher sur la jambe d'un voisin sorti par inadvertance. Ensuite, le bol de cacahuètes sur son plateau atterrira directement dans le bol de soupe de Ken. Immédiatement, le système m'informe que le processus de création d'accident est activé, consommant 10 points d'expiation. La seconde suivante, le détenu maigre pousse un cri strident. En effet, il a été fait trébucher par un détenu voisin qui s'étirait et avait accidentellement allongé la jambe. On le voit tomber lourdement en avant, le plateau en inox glisse de ses mains. Une grande quantité de riz et de soupe éclabousse un autre détenu. Aussitôt, les sbires de Ken se lèvent brusquement tous ensemble. Se ruent pour frapper et piétiner le détenu prostré au sol. Ken, dérangé par ce bruit soudain, fronce les sourcils d'un air agacé. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'un minuscule morceau de cacahuète est tombé silencieusement dans son bol de soupe, s'y est dissous et a disparu sans laisser de traces. Une fois sûr que le plan avait parfaitement réussi, je débarrasse mon repas et quitte la salle à manger. Quelques minutes seulement après mon départ, Ken prend son bol et avale une grande gorgée de soupe. Immédiatement, son visage devient rouge vif à une vitesse visible à l'œil nu. Ensuite, il se saisit la gorge, émettant des râles étranges. Puis, son grand corps s'effondre lourdement au sol avec un bruit sourd. Soudain, le médecin, alerté, se précipite. Après un examen d'urgence et des soins intensifs pour Ken, le médecin déclare finalement, impuissant, son décès. La cause initiale a été déterminée comme étant un choc anaphylactique aigu. Au même moment, une notification du système retentit dans ma tête. Cible jugée, Ken est décédé. Félicitations, l'hôte a reçu 250 points de rachat. La mort de Ken a également provoqué une onde de choc non négligeable dans la prison de Pierre-Noir. Après tout, il était considéré comme un caïd qui faisait régner la terreur ici. Personne ne s'attendait à ce qu'il meure si bêtement, dans le réfectoire, comme une mauvaise blague. Et de bout en bout, personne n'a eu le moindre soupçon envers moi. Les résultats de l'enquête de l'administration ont tout attribué à un malheureux accident. Le lendemain, l'atmosphère de la prison venait tout juste de s'apaiser un peu. L'ombre de la mort s'abattit à nouveau. À ce moment-là, j'étais allongé sur mon lit en cellule pour la sieste. Mais en réalité, j'utilisais mon pouvoir. La perception du mal pour observer une autre cible. Dans mon champ de vision, le caïd surnommé Chaudière travaillait dans la chaufferie. Comme il détenait une partie du contrôle sur la distribution du chauffage et de l'eau chaude, il faisait habituellement son tyran en racketant les autres détenus. Beaucoup de prisonniers le haïssaient jusqu'à la moelle, et moi, avant cela, je m'étais glissé dans la chaufferie pour observer. Connaissant parfaitement la disposition et la structure des machines, voyant que le moment était venu, j'ordonnais intérieurement, cible, le caïd de la chaufferie. Pour accélérer l'usure et la dégradation de la structure métallique interne, précisément au niveau du joint de la vieille canalisation. Jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus supporter la pression. Très vite, le système de création d'accidents s'activa. Dépense d'un point de rachat. Au même instant, dans la chaufferie, le caïd Chaudière, tout en maugréant, tapotait la vieille canalisation avec une clé à molette pour l'inspecter. Soudain, une énorme explosion assourdissante retentit. La vieille canalisation que j'avais ciblée explosa au niveau du joint le plus faible, libérant un jet de vapeur brûlante à plus de 100 degrés. Chaudière n'eut même pas le temps de réagir, il fut complètement englouti par cette terrifiante vapeur. Lorsque les gardiens, affolés, parvinrent à fermer la vanne, le caïd Chaudière était presque cuit. Finalement, l'incident fut conclu comme un accident du travail dû à la vétusté de l'équipement. En même temps, je reçus 150 points de rachat, faisant un pas de plus vers l'échange du garde du corps mort-vivant. La mort subite et successive de deux caïds créa un énorme vide de pouvoir dans la prison de Pierre-Noir. Ma cellule en subit aussi les conséquences, je n'étais plus opprimé. Ce TRN-Ong, surnommé Épine, mon compagnon de cellule, devenait de plus en plus arrogant. Ce jour-là, je mangeais assis dans un coin, reprenant mes esprits. TRN-Ong m'arracha soudain ma gamelle et vida la maigre nourriture dans son propre bol. Je ne dis rien, je regardais simplement ce type s'éloigner. Tu regardes quoi, bordel? Crève la dalle, enfoiré. Il me foudroya du regard en aboyant. Ses yeux injectés de sang révélaient une férocité brute. Je te préviens. Ne fais pas le malin avec moi. Maintenant que Ken le chauve et Chaudière sont morts. Cette prison est en pleine pagaille. Tu ferais mieux d'être sage avec moi. Sinon, je te tue en premier. Sur ces mots, il me décocha un coup de pied qui me fit rouler à terre. Puis il ajouta quelques coups de pied et de poing. Je me recroquevillai en silence, protégeant mes points vitaux. À cet instant, mon cœur n'était habité que par une froide envie de meurtre. À la base, je comptais laisser TRN-Ong pour la fin, mais j'ai changé d'avis. Ce type au front de con, il faut qu'il disparaisse de ce monde le plus tôt possible. Au moment où TRN-Ong s'acharnait avec rage, un coup de sifflet strident retentit. Ensuite, un grand gardien fit son entrée, arborant les insignes de capitaine. C'était KOCNG, le capitaine des gardiens responsables de ce quartier de cellules. D'un simple rugissement de KOCNG,
tout le réfectoire, pourtant bruyant, se tut instantanément. Ensuite, il attrapa fermement le col de Taerenong et lui assena une gifle retentissante. Une claque si puissante qu'elle fit tourner Taerenong sur lui-même d'un demi-tour sur place. Mais Kao CNG n'était pas encore satisfait. Il planta un coup de coude vicieux dans le ventre de Taerenong. Pliant son corps comme une crevette, il grogna, « Tu oses semer le chaos sur mon territoire? Tu es fatigué de vivre, hein ?» Ayant dit cela, il jeta un coup d'œil vers moi, et sa colère, qui semblait s'être apaisée, s'enflamma de plus belle. Parce que la mort soudaine de Triuh lui avait volé une place précieuse dans sa liste mensuelle de décès. Et chaque place vacante était un appât juteux pour lui permettant de soutirer des pots de vin. Il pouvait manœuvrer en secret, en glissant dans cette liste des prisonniers têtus ou ceux qui avaient offensé des personnages influents à l'extérieur, afin de les éliminer de manière légitime, et en échange de lourdes récompenses. Or, la dernière personne à avoir été en contact avec Triuh avant sa mort, c'était moi. Alors, en me voyant, il n'éprouvait qu'une haine féroce. À cet instant, Kao CNG me pointa du doigt en m'insultant, « C'est de ta faute, de la sienne, de celle de tout le monde. Toi non plus, t'es pas un saint. Foutez-moi le camp tous les deux en cellule d'isolement. » Sur ces mots, il me décocha un violent coup de pied. Puis, comme on traîne un chien crevé, il me saisit par le cou, moi et Taerenong, et nous traîna jusqu'à la cellule d'isolement. La porte en fer se referma derrière nous avec un bruit sec et sinistre. La dernière lueur de lumière et de chaleur fut complètement avalée. Je me tournai face au mur froid et commençai à réfléchir. Dans ma tête, à cet instant, une mort spectaculaire pour Taerenong était en train de se dessiner. 3 jours plus tard, quand Taerenong et moi fûmes relâchés de la cellule d'isolement, on nous poussa vers la zone minière de la prison pour y effectuer des travaux forcés. Et la zone minière de cette prison de pierre était l'endroit le plus rude et le plus dangereux. Toute l'année, l'endroit était constamment plongé dans une poussière sale et étouffante. Taerenong rejeta toute la faute de cette malchance sur moi. Il me lança des regards pleins de venin, et de temps en temps, me donnait un coup violent. Il marmonnait des obscénités, je l'ignorais, poussant silencieusement mon wagonnet. Ensuite, j'enregistrai mentalement tout le terrain et les machines environnantes. Finalement, mon regard se fixa sur un endroit non loin de là. À ce moment-là, Taerenong peinait à pousser un wagonnet. Ce wagonnet était arrêté sur une section de voie temporaire, légèrement en pente. Les roues et la voie étaient toutes rouillées et encrassées, les raccords grinçaient comme s'il hurlait sous la charge. C'était clairement le moment idéal pour agir. Je fis exprès de m'éloigner un peu de Taerenong, choisissant un angle discret, peu remarqué. Puis, je me mis à manier ma pioche de manière machinale, comme une automate. Je n'avais l'air de rien d'autre qu'un prisonnier ordinaire besognant. Mais en réalité, j'avais depuis longtemps donné des ordres secrets au système. Juste à cet instant, Taerenong rassembla ses dernières forces et parvint à hisser un gros rocher dans la benne. À cet instant précis, la catastrophe frappa. On entendit un bruit métallique sec de rupture. Le rivet maintenant la voie céda, le wagonnet perdit complètement l'équilibre d'un coup. Le tas de rochers dans la benne, telle une bête d'acier géante, s'abattit lourdement sur Taerenong. Ses pupilles se contractèrent au maximum, il voulut fuir, mais le travail épuisant avait vidé ses dernières forces. Il n'eut le temps que de pousser un cri rauque, court et désespéré. Immédiatement après, une multitude de rochers le déchiquetèrent entièrement. Ce salaud, qui un instant plus tôt était encore vivant et qui montrait les dents, s'était transformé en un tas informe de chair et de sang. L'accident horrible survint si soudainement que toute la zone minière plongea dans un silence de mort. Puis, la panique la plus totale explosa, quelqu'un était mort. Le wagon a déraillé, fuyez. Les prisonniers jetèrent leurs outils en désordre, le visage blême, et s'enfuirent en tous sens. Les sifflets stridents des gardiens résonnèrent rapidement dans toute la vallée. J'affichais un visage de terreur et de confusion parfaitement crédible, sans la moindre faille. Je reculai avec la foule. Très vite, le chef des gardiens, Kao CNG, arriva sur les lieux avec ses hommes. En voyant le tas de pierres tachées de rouge sang, il serra les poings si fort que ses jointures craquèrent. Encore un mort. C'est déjà la deuxième vie qui part en fumée ce mois-ci. Cela signifie également que l'argent qu'il avait versé en pot de vin s'est encore réduit. La colère de Kokuom monta, consumant presque toute sa raison. Ensuite, il attrapa chaque détenu présent pour les interroger. Mais étrangement, les témoignages de tous se correspondaient à un point incroyable. C'était clairement un accident du travail causé par des machines trop vétustes. Kokuom ne pouvait déceler la moindre trace d'intervention humaine. Mais sa rage intérieure avait besoin d'un exutoire, et c'est ainsi que je devins le bouc émissaire. Kokuom agrippa fermement mon col, grinça des dents et tonna. « Espèce de chien, tu faisais équipe avec Trandong, non? Pourquoi n'avez-vous pas travaillé ensemble? Si vous vous étiez surveillés l'un l'autre, cet accident ne serait jamais arrivé, bordel. Putain, file-moi tout de suite en cellule d'isolement. » Et voilà, je fus traîné par le cou et jeté dans cette cellule d'isolement si familière. Mais pour moi, c'était aussi banal que de prendre un repas quotidien. Dès que la porte en fer claqua, l'obscurité épaisse m'engloutit à nouveau. Une fois Trandong éliminé, cela me rapporta 100 points de survie. À ce moment-là, mon total de points de survie avait atteint 590 points. Ce nombre suffisait pour que j'invoque un garde du corps parmi les détenus. Cela signifiait aussi que ma vie avait désormais une protection solide. En pensant cela, je donnai silencieusement un ordre mental, activer la compétence, invoquer le garde. Immédiatement,
je créai un garde nommé Alon, à la carrure extrêmement robuste. En même temps, je lui conférais une force musculaire et une capacité d'endurance bien supérieure à la normale. Ces capacités lui permettaient de vaincre à main nue 5 jeunes hommes en bonne santé. Il entrerait à la prison de Haktak pour coups et blessures volontaires et serait affecté à ma cellule 2203. Bien sûr, le système annonça la création achevée et la dépense de 550 points de survie. Le lendemain matin, la porte de la cellule 2203 fut défoncée brutalement. Ensuite, une silhouette grande et musclée entra. Tous les occupants de la cellule fixèrent immédiatement leur regard sur lui. Le nouveau venu mesurait environ 1,90 m, sa carrure massive le faisait ressembler à un ours brun géant. L'uniforme gris des détenus était tendu à craquer par ses muscles saillants. Il se tenait là, sans dire un mot, mais dégageait une pression qui envahissait toute la pièce. Ce nouveau venu n'était autre que le garde Alon que j'avais créé. Le regard froid d'Alon passa lentement sur chaque homme de la cellule, puis il se dirigea directement vers le lit qui était le mien auparavant. Il jeta rapidement ses affaires sur la planche du lit, puis s'assit en silence. Dans la pièce, les quelques détenus ressentaient tous une lourde pression palpable. Ils échangèrent des regards, retenant leur souffle, n'osant rien dire. Pourtant, un détenu petit et maigre, surnommé Souris, s'avança. Ignorant le danger, il s'approcha d'Alon d'un pas décidé. Il tendit le bras et enfonça son doigt dans la poitrine d'Alon. « Eh, le nouveau, tu connais les règles, ou pas? Tu crois que tu peux dormir ici comme ça? Va d'abord nettoyer les toilettes, puis reviens masser les grands frères ici. » Avant qu'il ait fini sa phrase, il se tut brusquement, une main énorme, dure comme une pince d'acier, lui saisit fermement le poignet. Le visage de Souris se figea aussitôt, il sentit que les os de son poignet étaient comme pris dans une presse hydraulique. La douleur pénétrant les os lui fit suer des gouttes froides sur tout le corps. « Putain, lâche-moi tout de suite !» cria-t-il, à la fois terrifié et furieux. Alon leva lentement la tête, ses yeux froids étaient dépourvus de toute émotion. Avec un visage inexpressif, il se leva brusquement et balança son bras puissamment. Il projeta le corps de Souris, pesant plus de 50 kilos, à travers la pièce, aussi facilement qu'on jette un sac de riz. L'atmosphère dans la cellule plongea dans un silence de mort. Il ne restait que les gémissements douloureux de Souris. Tous étaient terrifiés par cette scène effroyable qui venait de se produire. Leur regard dirigé vers Alon n'était plus que pure terreur. Puis, le regard froid de Alon balaya le visage de chacun des hommes présents. Enfin, il annonça d'une voix grave et sourde. « Dorénavant, cette pièce est mon territoire. Que celui qui a un avis s'exprime. » Au même moment, dans cette cellule 2204 où sévit le carnage, un sombre complot se trame également. Un obèse de 100 kilos, torse nu, gisait affalé sur son lit. À cet instant, ses yeux luisaient d'éclats lubriques et pervers. Désormais, les chefs de gang endurcis de la prison sont presque tous morts. Alors, lui, ce gros lourdeau de Ngo CNG, ne pourrait-il pas faire tout ce qu'il veut désormais? Ces deux gamins, l'AMC et TULC, il les convoitait au point d'en baver depuis bien longtemps. À cette pensée, Ngo CNG se passa la langue sur ses épaisses lèvres, ses yeux laissant transparaître une convoitise à peine dissimulée. Immédiatement après, il ordonna à ses hommes de main, tout à l'heure de la promenade dans la cour. Bloquez-moi chaque recoin. Peu de temps après, l'heure de la promenade de l'après-midi arriva. Le gros Ngo CNG, suivi de quelques hommes de main rusés, fouillait en cherchant. Très vite, il aperçut sa proie dans un coin du mur. C'était un jeune garçon d'environ 18 ans, accroupi par terre, tenant une brindille avec laquelle il traçait quelque chose. Il avait une peau blanche et un visage d'une grande finesse. Dans cette prison imprégnée de violence et de l'odeur de la sueur masculine. Il ressemblait à un petit lapin blanc, tendre et juteux. Et cette personne n'était autre que TULC, dont Ngo CNG rêvait jour et nuit. En le voyant, un sourire extrêmement lubrique se dessina sur le visage de Ngo CNG. Il tendit aussitôt la main et, suivi de sa bande, s'avança d'un pas décidé. TULC, sursautant, leva la tête et tomba immédiatement sur le visage gras et bestial de Ngo CNG. Pris de panique, il voulut s'enfuir, mais se rendit compte que les spires de l'homme l'avaient entouré, ne laissant aucune échappatoire. Contraint et forcé, TULC prit la parole d'une voix hésitante. « Bonjour, chef gros. » En voyant cette silhouette fragile, le cœur de Ngo CNG sembla vouloir bondir hors de sa poitrine. Il tendit la main, prêt à approcher sa patte poisseuse du visage de TULC. TULC, effrayé, recula d'un pas par réflexe. Voyant cela, l'expression de Ngo CNG s'assombrit immédiatement. Mais aussitôt, un sourire encore plus lubrique que le précédent se répandit sur son visage. « Alors, quoi, mon chéri, tu es encore timide avec moi. Votre cellule 2203 n'a plus de chef maintenant, à partir d'aujourd'hui, suivez-moi et vous ferez de bonnes affaires. Le chef vous garantit de bien manger et de bien vivre ici, personne n'osera vous intimider. » Les hommes de main de Ngo CNG autour de lui éclatèrent de rire gras, leur regard posé sur TULC, plein de saleté et de malignité. À cette vue, TULC trembla encore plus de tout son corps. Il comprenait trop bien ce que signifiaient les paroles de Ngo CNG. C'est alors que TULC rassembla tout son courage et balbutia « Notre cellule a déjà un nouveau chef. » À ces mots, Ngo CNG fit comme s'il venait d'entendre une blague ahurissante. « Vous, cette bande de bons à rien. Qui ça? Montre-toi un peu que je vois ta tête. » Son rire était plein de mépris et de moquerie. À cet instant, Alon se tenait les bras croisés, regardant la scène d'un air froid et détaché. « Quant à moi,
Enfermé dans la cellule d'isolement, je voyais toute cette scène à travers le regard de Alon. À l'origine, je n'avais invoqué Alon que pour me protéger. Mais je devais rendre cette protection menaçante et totalement légitime. C'est pourquoi Alon devait absolument montrer assez de force et de caractère. Si la cellule 2203 était devenue le territoire de Alon, protéger les frères qui s'y trouvaient était la meilleure façon de faire ses preuves. Ainsi, plus tard, quand Alon se porterait à ma défense, cela n'aurait rien d'anormal. Pensant cela, j'ordonnai immédiatement à Alon d'intervenir. Immédiatement après, Alon s'avança d'un pas décidé vers Ngo CNG. Quant à Ngo CNG, sa patience était à bout. Il attrapa le bras maigrelet de TULC et rugit, le cou tendu, espèce de sale gamin. Ne fais pas la fine bouche quand on t'offre du bon vin, tu vas finir par boire la purge. Ce soir, je ferai tabasser quelqu'un jusqu'à ce qu'il en perde connaissance. TULC, terrifié, poussa un cri perçant, et ses yeux commencèrent à s'embuer de larmes prêtes à couler. À ce moment-là, une main massive, dure comme une pince d'acier, attrapa soudainement le poignet de Ngo CNG sans prévenir. Une douleur aiguë jusqu'à l'os traversa immédiatement son corps, faisant tressaillir les bourrelets de graisse sur son visage, tordu de souffrance. Pris à la fois de panique et de rage, il tourna précipitamment la tête et tomba nez à nez avec le visage glacial de Alon. Ensuite, Alon articula chaque mot d'une voix grave, les gars de la chambre 2203 sont sous ma protection. Si t'as des couilles, touche-les pour voir. Ngo CNG resta figé un instant, mais aussitôt après, il explosa de fureur et rugit, putain. T'es qui, toi, pour débarquer comme ça? Tu te mêles de mes affaires? Les gars, défoncez-le pour moi. À peine avait-il fini sa phrase que 5 de ses hommes de main se ruèrent férocement sur Alon. Ces détenus étaient pour la plupart des durs à cuire, des brutes épaisses. Pourtant, il ne s'était pas écoulé plus de 2 secondes. Les 5 types gisaient déjà à terre, mis KO par Alon. Voyant la scène, une seule pensée traversa l'esprit de Ngo CNG à cet instant. C'était de prendre ses jambes à son cou, mais il n'eut pas le temps de réagir. Alon avait déjà balancé une jambe, décochant un coup de tonnerre en plein dans son ventre. Immédiatement, le corps obèse de Ngo CNG vola en arrière. Sans attendre, Alon s'avança et posa un pied sur sa poitrine. En un instant, Ngo CNG sentit sa cage thoracique comprimée au point d'étouffer. Alon se pencha, approchant son visage du sien, et rugit, « Si je te vois encore une fois empiéter sur les gars de la chambre 2203. Je te torse le cou sur le champ. » À peine ces mots eurent-ils franchi ses lèvres qu'un coup de sifflet strident déchira le brouhaha du terrain. On voyait le chef des gardiens, KOCNG, le visage dur et menaçant. Il arrivait en trombe avec ses hommes, hurlant, « Putain, vous vous battez encore, vous en avez assez de vivre, bande de salauds !» Le regard de KOCNG balaya le sol, observant les détenus qui se tordaient encore par terre. Finalement, ses yeux se verrouillèrent sur la silhouette massive de Alon. Il le pointa du doigt et aboya, « C'est toi qui as frappé. » Alon ne prit même pas la peine de répondre, se contentant de hocher la tête en signe d'acceptation de la punition. Voyant cette attitude désinvolte, KOCNG entra dans une rage folle, un nouveau qui ose être si insolent. Et ce gros porc de Ngo CNG aussi, qu'on me le traîne ici. Vous deux, au cachot, allez faire votre autocritique. Sans broncher, les gardes se précipitèrent pour escorter les 2 hommes vers les cellules d'isolement. Les détenus alentour regardèrent le dos de Alon disparaître peu à peu. Leurs yeux étaient emplis d'une crainte respectueuse. Ils savaient bien que cette prison venait d'accueillir un nouveau caïd. Alon avait usé de sa force absolue et de son autorité. Pour asseoir solidement sa position de chef de la prison, mêlé à la foule, TULC serra les poings. Ses yeux rouges étaient emplis d'une gratitude indicible. Dans le cachot, j'observais silencieusement tout ce qui se passait sur le terrain. La performance de Alon me satisfaisait pleinement. Ensuite, je pourrais utiliser mon statut de la cellule 2203 pour que Alon me protège officiellement. Il est temps maintenant de régler le compte de la cible numéro 4, le type nommé Champ. Ce gars aimait bien en profiter pour prendre l'air dehors, se calant le dos sous un vieux poteau de basket vermoulu pour se reposer. Cet endroit se trouvait justement être un angle mort des caméras de surveillance. Et j'avais depuis longtemps remarqué que ce poteau de basket présentait des fissures. De plus, les boulons étaient gravement rouillés, comme le montrait la dernière image que Alon m'avait envoyée. Je pouvais voir distinctement que ce détenu s'appuyait comme d'habitude contre ce poteau de basket mortellement dangereux. Alors, je décidai résolument d'utiliser la compétence de mise en scène d'accident. À ce moment-là, le chaos sur le terrain s'était peu à peu calmé. Les détenus s'étaient regroupés par petites bandes. Quant au type Champ, il s'était allongé, changeant de position pour s'appuyer plus confortablement contre le poteau. Soudain, une rafale de vent violent s'éleva sur le terrain, faisant violemment vaciller le vieux poteau de basket. Voyant cela, Champ voulut se lever et partir, mais tout était déjà trop tard. Le vent hurlait et le poteau de basket émettait un grincement strident. Plusieurs boulons fixant la lourde base explosèrent, le sol se brisa. Ayant perdu sa base de fixation, le poteau de basket de plusieurs centaines de kilos s'effondra. Les vis tombent en bas, on n'entend qu'un bruit sourd et mat résonner. La plaque de fer attachée s'écrase directement contre les jambes du type. Il n'a même pas eu le temps de pousser un cri de douleur. Déjà effondré, ramolli au sol, la cour d'entraînement sombre une fois de plus dans un silence mortel. Puis, immédiatement après, éclatent des hurlements terrifiés. Quelqu'un est mort, le poteau a écrasé quelqu'un à mort. Y a quelqu'un? Très rapidement, la prison fait retentir la sirène d'alarme.
Tous les détenus sont pressés de regagner leur cellule en toute urgence. Le personnel pénitentiaire mène une inspection minutieuse de la scène. Il trouve plusieurs vis cassées en dessous. En recueillant les témoignages de quelques témoins, tout le monde pense que c'est juste la malchance du type. Finalement, la prison conclut cet incident comme un accident involontaire. Personne ne soupçonne que, derrière tout cela, une main invisible manipule dans l'ombre du cachot. Je ferme lentement les yeux, ce jugement me rapporte 100 points verts. Je murmure en mon fort intérieur, c'est bientôt ton tour, Ngo CNG. 2 jours plus tard, je sors enfin du cachot. En retournant dans la cellule 2203, je perds rapidement une atmosphère étrange. Allons, ce détenu arrivé il y a seulement quelques jours. Grâce à ses points simples et brutaux, son courage féroce et ses vantardises au moment crucial, a fait naître un respect craintif chez tout le monde dans la cellule. Mais je me contente de retourner calmement à mon lit. Il est maintenant temps que la prochaine cible, le Scorpion, est un accident. J'apprends par les rumeurs des autres détenus que ce Scorpion est dans l'atelier de la prison. Il est l'un des ouvriers chargés de faire fonctionner les machines. Avec cette information clé, une toute nouvelle scène de mort se forme dans mon esprit. Un autre jour passe, Alon réussit à sortir du cachot, sa grande stature se dresse dans la cellule. L'atmosphère de toute la cellule semble se figer sur l'instant. Tous les détenus s'arrêtent inconsciemment dans leurs mouvements. À ce moment, un type s'approche en souriant radieux. « Frère Long, vous êtes de retour ? L'autre jour, vous avez été super classe, quelques autres ont aussi figé et ont hoché la tête. » Face à cela, Alon se contente de hocher la tête sans aucune émotion. Puis son regard parcourt la foule et s'arrête sur moi. Aux yeux de tous, c'est la première fois que je croise Alon. En agissant ainsi, Alon montre son mécontentement que je n'ai pas fait preuve d'accueil envers lui. CHTPHN, très rusé, saisit immédiatement l'occasion de se faire valoir devant ce nouveau chef. On le voit se retourner brusquement et hurler en face de moi, menaçant. « Lame, t'es aveugle ou quoi? Tu vois pas que frère Long est de retour? Alors, viens vite faire son lit et lui verser de l'eau, non ?» En entendant cela, je me lève docilement de mon lit. Mais à cet instant précis, Alon agit soudainement, on entend un claquement retentissant. CHT est giflé, tournant sur lui-même d'un demi-tour sur place, et tout le monde reste stupéfait. Ils se tiennent le visage, regardant frère Long avec incrédulité. « Eh, frère Long, pourquoi vous me frappez ?» Puis on entend la voix glaciale de frère Long résonner. « Dehors, si quelqu'un cherche des ennuis, je vous couvrirai tous. Mais dans cette cellule, vous devez tous obéir à mes ordres. Vous n'avez absolument pas le droit de décider quoi que ce soit à ma place. » Leurs visages blêmirent de peur, ils n'osaient plus souffler mot ni répliquer. Ainsi, le frère Long hocha la tête, satisfait. Puis il s'avança droit devant moi et dit. « À partir de maintenant, tu t'occupes de nettoyer ma paillasse. » Il marqua une pause avant d'ajouter une phrase. « Ici, vraiment personne n'osera te toucher. » Je hochai silencieusement la tête, puis je pris ses couvertures et commençai à travailler. Effectivement, les jours qui suivirent dans ma cellule furent bien plus faciles à supporter. Plus personne n'osait me donner des ordres avec arrogance. Grâce à cela, je pus concentrer toute mon attention sur mon plan. Cet après-midi-là, la prison organisa le travail des détenus à la carrière. Tout en fendant les pierres avec une pioche, j'évaluai calmement les distances du coin de l'œil. Très vite, le bruit des machines en marche retentit dans l'atelier. Je sus que le moment était venu, j'activai immédiatement la création d'accidents dans mon esprit. À cet instant, les machines rugissaient encore dans l'atelier. Scorpion, tout en manœuvrant la machine, racontait des histoires obscènes à pleine voix aux détenus d'à côté. Son visage affichait encore un sourire lubrique, ignorant que la faux de la mort était sur sa nuque. À cet instant, à l'intérieur du broyeur tournant à haute vitesse, apparurent quelques traces d'eau invisibles à l'œil nu. Sous l'effet de la force centrifuge, ces traces d'eau commencèrent à s'étendre à une vitesse vertigineuse. Pendant ce temps, Scorpion se tournait encore pour fanfaronner auprès de son voisin. « Laissez-moi vous raconter, souvenez-vous de l'époque où je traînais dehors. Quel genre de femme n'ai-je pas eu entre les mains ?» Mais avant qu'il n'ait fini sa phrase, la machine sous ses mains émit soudain un bruit strident. Soudain, les pièces de la machine se mirent à vibrer violemment. Voyant cela, Scorpion leva la main pour couper l'alimentation, mais soudain, une explosion assourdissante retentit, le broyeur, pourtant tout juste intact, explosa. Une multitude de débris de toute taille jaillirent dans toutes les directions à une vitesse terrifiante, frappant plusieurs détenus proches. Immédiatement, le sang coula à flots, ils s'effondrèrent au sol, tandis que ce pauvre Scorpion se tenait juste au centre de l'explosion. Sans même lui laisser le temps de réagir, un éclat de la taille d'une main le frappa de côté, lui tranchant la moitié. Quelques secondes plus tard, son corps déchiqueté s'effondra lourdement sur le sol. L'atelier tout entier sombra dans un silence de mort. Environ quelques secondes plus tard, un cri strident et dément déchira l'air. « Ah, encore un mort !» Immédiatement, une sirène d'alarme stridente retentit partout. Une équipe de gardiens, armes au poing, se précipita dans l'atelier. À travers les interstices de la foule qui s'écartait, je vis plusieurs autres gardiens courir affolés derrière. Au même moment, le système dans ma tête annonça le jugement réussi, j'obtins 100 points de crime. Longtemps après, les gardiens arrivèrent et ordonnèrent le rassemblement de tous. Le travail de la journée se termina plus tôt. Sur le chemin du retour vers la cellule, les nouvelles de l'accident à l'atelier étaient partout commentées avec agitation.
Au dîner, la prison publia une annonce officielle concernant cet incident. Ils classèrent l'affaire comme un accident de sécurité au travail, puis, pour éviter que de tels accidents ne se reproduisent, la direction ordonna qu'à partir du lendemain, tous les détenus suivraient une formation sur la sécurité au travail pendant 3 jours. Allongé sur mon lit, j'écoutais l'annonce diffusée par les haut-parleurs. Bien que personne n'ait le moindre soupçon sur cet accident. Je remarquais pourtant un problème, tuer en maquillant un accident du travail était certes très pratique. Mais si cela se produisait sans cesse en peu de temps, même avec une excuse valable à chaque fois, cela finirait forcément par éveiller les soupçons. Apparemment, il faudra changer de méthode la prochaine fois. Le deuxième matin de la formation sur la sécurité au travail, les détenus furent tous poussés dans la cour d'exercice. Écoutant le gardien sur l'estrade radoter des règles de sécurité, les détenus en bas, sous le soleil, tombaient de sommeil. Pourtant, au milieu de cette séance ennuyeuse, je sentis une menace mortelle grandir silencieusement. Depuis que le frère l'on l'avait roué de coups en pleine cour, ce TRN était devenu tout à fait docile. Mais cet après-midi, la situation changea, la traînée de tuerie qui émanait de lui s'assombrissait à une vitesse visible à l'œil nu. Sa couleur passa du gris pâle initial à un rouge flamboyant. Mon intuition a immédiatement sonné l'alarme. C'est certain, ce salaud manigance quelque chose de louche. Mais peu importe ce qu'il trame, je n'ai pas l'intention de rester là à attendre la mort. Je dois frapper le premier, les éliminer pour étouffer toute menace dans l'œuf. Et le scénario de sa mort, je l'ai écrit depuis longtemps. Bientôt, l'heure de la douche de milieu de journée arriva à la prison. Des dizaines d'hommes s'entassaient dans la salle de bain collective, noyés dans la vapeur. Je n'aimais pas cet environnement, alors je me lavais toujours rapidement, sans traîner. Moi, je partais en silence, mais le gros Ngo CNG était tout le contraire. Il semblait apprécier cette atmosphère, mais ce qu'il préférait par-dessus tout, c'était attendre que la foule se disperse. Pour profiter seul du calme et de la fraîcheur de toute la salle de bain. C'est ce moment précis qui m'offrait un cadre et un temps parfait pour agir. Ce soir-là, je me rendis à la salle de bain comme d'habitude. Puis, tout en faisant semblant de me frictionner le corps, je jetai des coups d'œil autour de moi pour sonder les lieux. Très vite, j'eus repéré un coin de la pièce magnifique. Dans un angle de la salle de bain, une carreau de sol fissuré se soulevait, dévoilant un angle acéré comme une lame. À mes yeux, cet endroit était un piège mortel tombé du ciel. Le scénario arrêté, j'activai immédiatement la compétence de création de fausses scènes dans mon esprit. Dès que le système confirma la mise en place, j'enfilai tranquillement ma tenue de prisonnier et sortis. Une demi-heure passa très vite. À ce moment, il ne restait plus que 2 ou 3 personnes dans la salle de bain. Ngo CNG, les yeux fermés, savourait le jet d'eau chaude, toujours absorbé par ses plans de vengeance. Au même instant, dans la cabine voisine, un autre détenu, pressé de partir, laissa tomber par mégarde un pain de savon qui glissa au sol. Voyant que ce savon ne valait pas grand-chose, il haussa les épaules et partit sans le ramasser. Le petit pain de savon, après avoir touché le sol, se mit soudain à dériver avec l'eau, traçant une trajectoire étrangement sinueuse, avant de glisser directement sous le pied de Ngo CNG, qui profitait toujours de sa douche. Ensuite, il posa inconsciemment un pied dessus. Sous sa plante, il ressentit immédiatement une sensation de glisse. Son corps massif vacilla, perdit l'équilibre et bascula en arrière. Et dans l'obscurité, comme une main invisible et gigantesque, tout avait été calibré au millimètre près pour déterminer l'angle et le point de chute. On entendit un « floc » aigu, qui fit dresser les poils. Juste sur l'angle acéré du carreau de sol fissuré, le tesson tranchant comme une lame s'enfonça dans le crâne de l'homme. Ce carreau de sol acéré était aussi pointu qu'un couteau impitoyable. Il s'enfonça profondément dans le cerveau de l'homme, et le sang frais jaillit immédiatement de la blessure. Son corps au sol tressaillit 2 fois, puis resta complètement immobile, sans vie. On ne sait combien de temps après, un garde ronde s'approcha d'un pas traînant, en bâillant. Il bâilla à plusieurs reprises, prêt à verrouiller la porte, mais soudain, l'air somnol sur son visage se figea. Bordel, encore un mort. Très vite, un ruban de barrage fut tendu devant la porte de la salle de bain. Quelques gardes et le médecin de la prison se précipitèrent à l'intérieur. Mais il était trop tard. Après un examen rapide, le médecin, le visage sombre, annonça que Ngo CNG était décédé. Ainsi, le visage du chef des gardes, Kao CNG, s'assombrit, gris comme le fond d'une marmite. À cet instant, une lueur de cruauté traversa le regard de Kao CNG. Il ne suspecta rien de louche dans cette mort, car les traces sur la scène étaient trop claires. C'était vraiment un accident comme dans les manuels. Ce qui le faisait rager, c'est que ce foutu accident lui infligeait une lourde perte. Ça va mal, il faut trouver un moyen de compenser cette perte. Pendant ce temps, j'étais allongé, immobile, sur ma couchette. Très vite, une notification de jugement réussi retentit dans ma tête. Et je reçus 150 points de péché. De plus, je pouvais ressentir très distinctement l'épais fil d'hostilité rouge sombre qui représentait Ngo CNG. C'était complètement brisé, dissipé dans le néant, preuve que la menace était éliminée. À cet instant, dans toute cette prison, il ne subsistait plus aucun flux d'hostilité intense dirigé contre moi. La crise de survie carcérale était enfin temporairement point close.
Vous arrivez au début de mon plan de vengeance. D'abord, je dois clarifier qui m'a envoyé dans cet enfer sur Terre. Rapidement, j'ai tracé dans ma tête 5 pistes à suivre absolument. La première est le faux témoin, celui qui s'est présenté au tribunal, osant m'accuser du doigt. En tant qu'auteur du massacre, il était le témoin clé. C'est la brèche la plus directe. Deuxièmement, enquêter sur le chef du commissariat chargé de cette affaire. S'ils ont agi délibérément ou par négligence, derrière cette manipulation de preuves en apparence parfaite. Combien de choses étaient falsifiées? Troisièmement, trouver le véritable auteur du massacre. Le démon qui a vraiment commis ce crime odieux, mais m'a laissé porter tout le blâme. Quatrièmement, la transaction louche que j'ai surprise dans la ruelle. Après une longue vie cachée, j'ai été arrêté pour une affaire fabriquée. Cela doit être étroitement lié au contenu de cette transaction. Cinquièmement, trouver l'assassin de ma famille. C'est une douleur qui me transperce le cœur, savoir si les miens sont morts par vengeance ou par peste. Tous ces fils m'aident à enquêter et à clarifier. Ces 5 fils s'entremêlent, formant un immense filet qui s'étend dans le ciel. Avec mes seules forces actuelles, c'est loin d'être suffisant. Alors, je dois agir comme un chasseur des plus rusés, tendre pas à pas un piège imparable. Ah, serrer les dents et attendre froidement le moment de lever le filet. C'est pourquoi je me suis fixé 3 règles de fer. Règle numéro 1, ne faire confiance qu'à soi-même. Dans ce monde, il n'y a plus personne digne de confiance. La nature humaine ne résiste pas à la tentation, tout acte qui place son espoir en autrui est d'une stupidité absolue. Tout le plan sera conçu par moi seul dans l'ombre. Toute force doit être sous mon contrôle à 100%. Règle numéro 2, rester absolument caché derrière le rideau. Bien que le système m'ait accordé des pouvoirs surnaturels. En réalité, je ne suis qu'un homme de chair et de sang, une balle, ou un simple accident, suffirait à me réduire à néant. Donc, je dois me dissimuler totalement. Toutes les missions d'assassinat et d'enquête réelle doivent être confiées à des boucs émissaires sans aucun lien avec ma véritable identité. Bouclier et épée doivent être clairement séparés. Règle numéro 3, brouiller les pistes. Si je m'attaquais uniquement à mes ennemis, même avec les méthodes les plus habiles, je laisserais forcément des traces que l'ennemi pourrait suivre. La meilleure solution est de rendre ces indices les plus flous possibles, pour que l'ennemi ne sache plus où donner de la tête. Ainsi, je créerai un nombre colossal d'affaires secondaires sans aucune logique, pour noyer mes véritables cibles de vengeance dans un océan de crimes. Maintenant que le plan est arrêté, commençons par forger la première épée. Aussitôt, ma conscience pénètre à nouveau dans l'interface du système. Cette fois, je concentre mon attention sur cette compétence d'assassin mortel. Actuellement, un assassin anonyme non éveillé coûte 100 points de péché. Pour un assassin expérimenté, il faut dépenser 300 points de péché. L'assassin expérimenté peut maîtriser diverses armes spécialisées pour éliminer sa cible, tout en possédant toutes les compétences d'autodéfense. Quant à l'assassin déesse, il nécessite 3000 points de péché. Cette compétence élève la technique de meurtre du tueur à un niveau suprême. Vraiment capable de tuer sans laisser aucune trace. Il peut utiliser n'importe quel objet comme arme mortelle. Mes 3000 points de péché sont encore hors de portée pour moi. Pour l'instant, l'assassin expérimenté est le choix le plus adapté. J'ai actuellement 470 points de péché. Tout à l'heure, j'ai pu échanger contre les caractéristiques de soldats de la mort non réels et de tueurs accomplis. Je prévois de créer un soldat de la mort demain, puis de le relâcher à l'extérieur. En même temps, je vais continuer à chercher des cibles en prison pour gagner plus de points de jugement. Pendant la pause du lendemain, je me suis rendu dans un coin discret, peu fréquenté. À peine assis, j'ai fermé les yeux et utilisé l'objet de création de soldat de la mort. Cette fois, le soldat que j'ai créé s'appelle MTTHCH, un homme d'âge moyen au visage extrêmement banal. Mais il détenait les connaissances et les compétences d'un tueur professionnel. L'arme fatale que je lui ai attribuée est un stylo tout pourri, très petit, dans une ruelle sombre et humide. Il a discrètement tué un homme. Lui, nommé MTTHCH, n'a ni passé, ni mémoire, et encore moins ce qu'on appelle des émotions. Sa seule raison d'exister est d'exécuter mes ordres. Ensuite, j'ai commencé à contrôler cette marionnette à distance. D'abord, j'ai essayé de faire bouger un peu les membres de MTTHCH. Les réactions du corps étaient parfaitement fluides et agiles. Absolument aucun décalage. Puis MTTHCH a mis la main dans sa poche, il y avait quelques pièces de monnaie et un stylo à billes ordinaire. Et ce stylo à billes était son épée. Ensuite, je lui ai donné son premier ordre, tuer un criminel odieux. Mais qui se promenait librement hors de la loi. Après avoir reçu l'ordre, MTTHCH s'est dirigé droit vers le tribunal de la ville. Très vite, il a trouvé un arbre devant le portail. Puis, il s'est tenu là, de biais, observant silencieusement chaque personne sortant de la grande porte. Peu de temps après, un vieil homme de plus de 60 ans est sorti en chancelant du tribunal. Le ciel est aveugle. Les cris et les pleurs du vieil homme ont vite attiré l'attention des passants. Alors MTTHCH s'est lentement approché. À ce moment, le vieillard, plongé dans le désespoir, a commencé à pleurer et à raconter à tout le monde qu'il y avait un escroc nommé OANGTI, qui avait monté une arnaque à l'investissement. Le vieil homme avait mis ses 30 millions de yuan dans la société de ce OANGTI. Il croyait changer de vie du jour au lendemain, mais voilà que ce OANGTI s'était enfui avec l'argent. Juste à ce moment-là, sa vieille femme à la maison avait eu une rechute cardiaque, et comptait sur cet argent pour survivre.
Mais quand il est allé porter plainte, on lui a dit que les preuves étaient insuffisantes et que le procès ne pouvait pas avoir lieu. Voilà pourquoi il hurlait ainsi devant le tribunal. Arrivé au point le plus douloureux, le vieillard pleurait presque à s'évanouir. La foule autour poussait des soupirs continus. Mais à quoi bon soupirer? À cet instant, un homme au visage menaçant est sorti du tribunal. Dès qu'il est apparu, le vieillard en larmes a immédiatement relevé la tête. Les yeux écarquillés, il a crié « Hoang Ti, espèce de salaud, rends-moi mon argent gagné à la sueur de mon front ». Le vieillard s'est rué comme un fou, mais avant même d'approcher, les deux gardes du corps de Hoang Ti l'avaient saisi fermement. Ensuite, Hoang Ti, d'un air impatient, a rugi aux gens autour. Cette affaire, aujourd'hui, le tribunal a rendu un jugement équitable. Moi, Hoang Ti, j'ai toujours fait des affaires en respectant la loi de l'État. Quant à la situation de ce vieillard, j'en suis vraiment désolé. Mais un échec commercial ne peut pas être une raison pour qu'il me calomnie publiquement. À ce moment, il a soudainement dit froidement « Je suis un homme d'affaires légal. De plus, en tant qu'homme d'affaires prospère, mon honneur est plus important que ma vie. Aujourd'hui, quiconque ose écouter et répéter ces rumeurs. Mon équipe d'avocats lui fera savoir ce qu'est la diffamation. » La foule de badauds, qui bouillonnait de colère, a eu peur après avoir entendu ces mots et s'est recroquevillée. Après tout, qui n'a pas peur de se mêler à des procès? Hoang Ti regarda cette scène avec satisfaction, puis, il se pencha à l'oreille du vieil homme et murmura d'un ton sec, « Vieux. Ne fais pas l'imbécile. La maladie cardiaque de ta belle-mère, combien de jours crois-tu qu'elle tienne encore? Si tu oses encore raconter n'importe quoi dehors, je te garantis que je ferai débrancher son respirateur tout de suite. » Le vieil homme trembla violemment, comme s'il tombait dans un gouffre glacé. Il fixa, incrédule, le visage juvénile en face de lui. Il n'y avait plus aucune trace de beauté, seulement une cruauté et une perfidie terrifiantes. La peur écrasa immédiatement sa colère. Hoang Ti observa le visage blême de peur du vieil homme. Il ricana bruyamment, puis partit avec son escorte de garde du corps, se dirigeant vers la baignoire garée non loin de là. À travers les yeux du pasteur, j'ai capturé toute la scène d'un seul regard. Le désespoir dans les yeux du vieil homme m'a transpercé le cœur. C'était une empathie poignante. J'avais été comme lui, j'avais connu cette impuissance, cet appel au ciel sans réponse, à la terre sans écho. Des gens comme Hoang Ti traitent la loi comme un jouet entre leurs mains, la vie et la dignité des autres comme de l'herbe à jeter. Il était encore plus malveillant que les criminels violents ordinaires. Mais surtout, il correspondait parfaitement à mes critères. Un méchant méritant 1000 morts, une proie impunie, un parfait bouc émissaire capable de troubler l'eau et de créer un écran de fumée. Rapidement, j'ai donné mes instructions au pasteur. Sur ordre, sans hésiter, il est entré dans un cybercafé et a rapidement collecté une foule d'informations en ligne. Cet homme nommé Hoang Ti savait très bien se mettre en valeur. En ligne, c'était un jeune entrepreneur prospère, des centaines d'articles le couvrant d'éloges. Mais le pasteur cherchait avec une extrême minutie. Rapidement, sur un site juridique, il a trouvé des traces suspectes. En réalité, Hoang Ti n'était qu'un escroc financier multiforme. Après avoir rassemblé suffisamment d'informations, le pasteur quitta le cybercafé. Le lendemain à 18 h, il tendit une embuscade à l'entreprise de Hoang Ti. Puis il le suivit sur une longue distance jusqu'à une villa de luxe. La sécurité y étant très stricte, le pasteur ne put s'approcher, se contentant de noter quelques informations utiles de loin. Le lendemain matin, le pasteur le suivit jusqu'à un restaurant chic. Pendant ce temps, il remarqua un détail, les deux gardes du corps de Hoang Ti étaient très amateurs. Quand leur patron n'était pas là, ils passaient leur temps à fumer et à regarder des vidéos courtes. Ce détail fournirait un plan parfait pour l'action suivante du pasteur. Le troisième jour, le pasteur suivit Hoang Ti jusqu'à un endroit appelé l'Oncete. C'était un restaurant gastronomique de luxe, réputé pour son intimité et son opulence. Dans le parking souterrain, le pasteur portait un uniforme bleu d'agent de sécurité. Coiffé d'un chapeau, masqué de blanc, il inspectait normalement la bouche d'incendie au mur. Peu après, Hoang Ti, d'un pas décontracté, se dirigea seul vers le hall des ascenseurs. Ses deux gardes du corps restèrent dans la voiture à attendre. Le pasteur sut que l'occasion était venue. Il sortit un stylo habillé en métal de sa poche et suivit Hoang Ti dans l'ascenseur. La porte de l'ascenseur venait de se fermer. Hoang Ti tendait la main. Il allait appuyer sur le bouton pour monter, mais soudain, il sentit une froideur à la nuque. Avant même qu'il ne puisse émettre un son, une main massive, aussi puissante qu'une pince, lui boucha hermétiquement la bouche, le plaquant contre le mur froid. À cet instant, horrifié, il vit l'autre lever la pointe d'un stylo. Puis une douleur fulgurante explosa sur son flanc. C'était le pasteur, qui, de toute sa force, enfonça la pointe aiguë du stylo à bille directement dans sa carotide. Un bruit sourd retentit. Le corps de Hoang Ti se raidit soudainement. Il sentit distinctement un flux de liquide chaud, jaillissant furieusement de son cou, tandis que sa force et sa chaleur corporelle s'épuisaient peu à peu. Il voulut appeler à l'aide, mais sa bouche était scellée. La douleur atroce et la sensation d'étouffement obscurcirent sa vision. D'innombrables images défilèrent dans sa tête, comme un film au ralenti. Il ne voulait pas mourir, il avait encore tant de plaisir à goûter. Tant de choses les plus jouissives du riche l'attendaient. Pourtant, la vie s'envolait ainsi, cruelle et rapide. Le pasteur ne retira pas immédiatement le stylo. Il tourna son poignet, utilisant la pointe acérée.
Il la vrilla violemment à l'intérieur du cou de Hang Tae. Cette torsion lui ôta toute dernière lueur de survie. Il leva son verre de vin instantanément, son corps s'affaissa, glissant comme une masse de boue. Après avoir confirmé que la cible était bien morte, le pasteur a doucement déposé le corps par terre. Ensuite, il sortit immédiatement un morceau de tissu, trouva un chiffon et nettoya toute trace laissée sur les lieux. L'ensemble du processus ne comporta pas un seul geste superflu. Très vite, il remit son chapeau et se dirigea vers une autre sortie du parking. De l'attaque à son départ, il s'était écoulé moins de 15 secondes. Dans la Bentley non loin, les deux gardes du corps grattaient encore négligemment leurs doigts. L'un regardait une vidéo comique, l'autre était au téléphone en train de bavarder avec un ami. Ils ne se doutaient pas qu'à partir de cet instant, ils étaient officiellement au chômage. Au même moment, je fermais les yeux, allongé en silence sur mon lit. Dehors, tout semblait indiquer que je dormais, mais ma conscience avait déjà franchi les barrières spatiales. Froid, je suivis ce jugement silencieux, à l'instant même où Hang Tae rendit son dernier souffle. Une voix mécanique résonna dans ma tête, félicitant l'hôte d'avoir achevé le jugement. Et j'obtins 500 points de péché, un nombre vraiment incroyablement élevé. Parmi les criminels cruels et infâmes de la prison, le plus élevé n'avait rapporté que 150 points. Cela permettait d'imaginer tout le mal que ce nommé Hang Tae avait causé. Cela m'ouvrit aussi une toute nouvelle voie. Apparemment, les véritables gros poissons se trouvaient tous en dehors de la prison. Immédiatement après, j'ordonnai au prêtre de se cacher sans tarder. Ce que je devais maintenant considérer, c'était planifier la prochaine étape. Et l'information était toujours la priorité absolue. Sur ce, je commençai à planifier ma prochaine invocation. Actuellement, j'avais besoin d'un soldat spécialisé dans le renseignement. Et d'un hacker capable de s'infiltrer profondément dans les réseaux d'information de la société moderne. C'était assurément le choix parfait, mais un hacker était une profession exigeant 300 points de péché. Quant à un hacker de rang DS, il en fallait 3000. Ce nombre était bien trop lointain pour moi à l'heure actuelle. Cependant, ce métier de hacker n'était pas comme le fait de tuer des gens. Les compétences de piratage ordinaire ne m'étaient d'aucune grande utilité. Aussi, après un moment de réflexion, je décidai d'accumuler les points d'abord. Une fois assez de points de péché réunis, j'invoquerai directement un gros morceau. Au même moment, au parking souterrain du NGC Longkak. Dans le cordon de sécurité déjà déployé, le vieux policier expérimenté, Chu Hong-lei, fronçait les sourcils, examinant attentivement le cadavre de Hang Tae. Selon l'évaluation préliminaire du médecin légiste, l'arme était un objet tranchant d'un diamètre inférieur à 1 cm. Il avait transpercé le cou de la victime, sectionnant la carotide avec une précision terrifiante. De plus, l'ascenseur ne portait aucune trace. Chu Hong-lei savait que l'assassin était un professionnel, un tueur à gages expert, doté d'un esprit d'une discrétion effrayante. C'était le premier profil psychologique qu'il élabora dans sa tête. Très vite, les deux gardes du corps de Hang Tae furent amenés devant Chu Hong-lei. Leur visage était livide, ils tremblaient comme des feuilles, car leur carrière était fichue. Le patron qu'ils protégeaient était mort atrocement à moins de 20 mètres d'eux. Mais il n'était pas totalement inutile, rapidement, Chu Hong-lei tira leur témoignage. Une information importante, sur la scène du crime. Un réparateur en bleu de travail était apparu. Il envoya aussitôt quelqu'un interroger la direction du NGC Longkak. Mais la réponse reçue fut qu'aujourd'hui, il n'avait appelé aucun réparateur. Autrement dit, ce réparateur était un imposteur qui s'était infiltré. Chu Hong-lei était certain à 100% que cet homme était l'assassin. Mais malheureusement, toutes les caméras de surveillance sur les lieux avaient été intentionnellement sabotées avant que le crime n'ait lieu. Tous les indices étaient rompus, Chu Hong-lei sentait sa tête près d'éclater, l'ennemi était-elle un fantôme? Après avoir éliminé une série de cibles, il s'évapora de ce monde. Après un moment de réflexion silencieuse, le dénommé Hong-lei ordonna immédiatement à toute son équipe. La première tâche était d'extraire immédiatement tout ce qui se trouvait autour du cercueil de jade. Les caméras de surveillance à chaque carrefour, couvrant la période d'1 heure avant à 1 heure après le crime. Tout piéton ou véhicule apparaissant dans le cadre devait m'être extrait en dossier complet. La seconde tâche était de déterminer le mobile du meurtrier, la nature du travail de VNGT étant extrêmement complexe. Il était donc certain qu'il avait offensé un nombre considérable d'ennemis. Et à ce moment précis, à la prison de HCTHCH. Je ressentis soudainement deux flux d'intentions meurtrières extrêmement dangereuses. L'un émanait du chef des gardiens, KOCNG. Son fil de malveillance, d'abord ténu, se mit soudainement à gonfler et à rougeoyer à une vitesse visible à l'œil nu. Quant au second fil, il était presque parfaitement en harmonie avec la malveillance de KOCNG. Le propriétaire de ce fil n'était autre que VNG-ISN, le propriétaire de la mine de charbon numéro 30. Deux personnes apparemment sans aucun lien avaient simultanément développé une intention de meurtre mortel à mon égard. Un événement anormal cache forcément quelque chose de louche, ce n'était absolument pas une coïncidence. Ce KOCNG et ce VNG-ISN, que je n'avais jamais rencontré, avaient forcément une transaction secrète entre eux. Sachant que je ne pouvais pas rester les bras croisés à attendre la mort, je fus obligé d'agir le premier pour ôter la vie de ce chef des gardiens, KOCNG. Les pensées dans ma tête commencèrent à tourbillonner à une vitesse vertigineuse. 10 minutes plus tard, j'avais élaboré un scénario de mort parfait pour lui. Au même moment, dans le bureau du gardien en chef,
KOCNG souriait d'un air mauvais en fixant une liste. C'était le tableau des décès de prisonniers du bloc de détention numéro 2 pour ce mois. Plusieurs noms y étaient déjà inscrits, tous des criminels de droit commun, des vies sans importance dont personne ne se souciait. Et le nom suivant qu'il comptait y ajouter n'était autre que la même C. Tout en calculant, KOCNG tapotait la table du bout des doigts. Il gardait un souvenir très vif de ce jeune homme. À son arrivée en prison, ce gamin était arrogant et acéré. Même s'il s'était ensuite replié sur lui-même au point de passer inaperçu, ces 3 histoires n'avaient aucune importance. L'important était que ce propriétaire de mine superstitieux allait bientôt ouvrir un nouveau fourneau. Il exigeait nommément une offrande humaine, et le prix proposé était exorbitant. C'est pourquoi la première personne à qui KOCNG avait pensé était la même C. Un tueur avec 18 condamnations pour meurtre sur le dos, un destin suffisamment solide, et de surcroît, complètement seul au monde. Mort enterré ici, personne ne viendrait s'enquérir de lui ou enquêter, c'était vraiment une marchandise parfaite. KOCNG avait tout calculé, le lendemain, il trouverait un moyen d'envoyer la même C en cellule d'isolement. Ensuite, il annoncerait simplement à l'extérieur que le gamin était mort subitement. Puis, il n'aurait plus qu'à, discrètement, sans que personne ne le sache, faire sortir le corps. En pensant à l'argent colossal qui allait tomber dans sa poche, le sourire sur le visage de KOCNG devint encore plus satisfait et cupide. Ravi, il s'apprêta à écrire les 2 caractères l'AMC sur la liste de la mort. Mais au moment même où la pointe de son stylo amorçait le premier trait, il ressentit soudain une légère soif. Instinctivement, il tendit la main. Il saisit la tasse de thé chaud posée juste à côté, et c'est à cet instant précis que l'incident se produisit. La manche de son uniforme de gardien, dans son mouvement brusque, heurta accidentellement la tasse de thé brûlant. La tasse entière, pleine à ras-bord, se renversa, inondant le dossier et répandant un peu de thé. Le liquide se déversa directement dans la prise électrique sous la table, puis, immédiatement après, un bruit d'électrocution strident retentit. La prise fit un court-circuit instantané, projetant d'innombrables étincelles d'un bleu électrique aveuglant. Le corps de KOCNG se mit à convulser violemment. Il voulut hurler, appeler à l'aide, mais sa gorge ne put émettre que des râles rauques et indistincts. 2 secondes plus tard, KOCNG avait complètement cessé de respirer. Le lendemain matin, cette affaire ébranla toute la prison de HCTHCH. En tant que cadre intermédiaire, sa mort attira l'extrême attention du conseil de surveillance de la prison. Le directeur de la prison ordonna le bouclage immédiat de la scène de crime et la création en tout hâte d'une cellule d'enquête spéciale. Pour enquêter sur l'affaire dans ses moindres détails, la cellule d'enquête procéda à un examen minutieux de la scène de crime, fouillant chaque recoin. Cependant, le déroulement de l'enquête fut d'une fluidité étrange. Toutes les preuves convergeaient vers une seule et unique conclusion, KOCNG était mort électrocuté par du courant haute tension en une fraction de seconde, ce qui avait entraîné un arrêt cardiaque. Le coup soudain a fondamentalement exclu la possibilité d'un assassinat, parce que l'équipe d'enquête a trouvé sous le bureau de KOCNG une prise électrique de mauvaise qualité était complètement noircie, de plus, autour de la prise, il y avait des traces d'eau stagnante très nettes. En outre, ils ont également découvert la liste de la mort posée négligemment sur la table. Mais ironiquement, les prisonniers inscrits sur cette liste de la mort sont encore en vie et en bonne santé. Le directeur de la prison, après avoir pris connaissance de la situation, a immédiatement ordonné l'arrêt de l'enquête. Finalement, la mort de KOCNG a été conclue comme un accident involontaire. Parce qu'une fois qu'on creusait plus profondément, cela remuerait certainement des choses. À ce moment-là, la face de tout le conseil d'administration de la prison n'aurait nulle part où se cacher. Qui sait combien d'affaires sales sont encore cachées sous cette flaque d'eau profonde. Mais quel que soit le résultat, personne ne soupçonnait que cela avait un rapport avec moi. Cependant, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'après avoir terminé le jugement de KOCNG, j'ai reçu exactement 900 points de Xantois. Ce n'est absolument pas le genre de crime qu'un gardien de prison à vide ordinaire aurait pu commettre. Les mains de KOCNG étaient certainement couvertes du sang des prisonniers. Son commerce de vies humaines avait probablement lieu quotidiennement depuis longtemps. Bien que j'aie temporairement écarté le danger, je ressentais une profonde inquiétude. Ici, je ne suis qu'un prisonnier, ma vie est ainsi entre les mains de l'administration pénitentiaire, qu'ils peuvent écraser à tout moment. Cet homme pourrait être KOCNG, demain ce pourrait être un certain vieux Li Wanqiang. Une fois que ces gens auront de mauvaises intentions envers moi, ma seule contre-attaque semble être de provoquer des morts par accident. Mais utiliser constamment cette astuce éveillerait certainement les soupçons. Donc, je dois absolument trouver un moyen d'acquérir la force de me protéger. Dans cette prison, j'ai besoin d'avoir mes propres yeux et mes propres mains. Même mon propre canon. En y pensant, j'ai décidé de créer un homme de main pour être le gardien de la prison de Pierre Noire. Pour créer cet homme de main, je dois dépenser jusqu'à 2000 points de Xantois. Mes points accumulés actuellement qu'encore un peu pour être suffisants. Alors, j'ai tourné mon regard vers le fil de malveillance émanant de VNGISN. Parce que le fil de malveillance de KOCNG s'était complètement dissipé, mais celui de VNGISN était encore bien visible. Seulement, la couleur du fil était passée d'un rouge sang éclatant à un rouge foncé. Cela prouvait que la menace ne m'avait pas encore lâché. Alors, la prochaine cible serait, réfléchissant, j'ai fermé les yeux bien fort. J'ai envoyé une nouvelle instruction dans le système. Enquêter sur VNGISN et la mine de charbon Kangmin. J'ai besoin d'obtenir toutes les informations sur Anne.
particulièrement tout ce qui concerne la prison de Pierre-Noir. Dès qu'il a reçu l'instruction, Anne a immédiatement ouvert son ordinateur portable et a commencé à collecter des informations utiles. Comme pour Ohang T2. La plupart des nouvelles sur VNG-ISN étaient des articles de relations publiques soigneusement mis en scène pour polir sa réputation. Comme au top 10 jeunes entrepreneurs très perspicaces, tout à fait sincères et loyaux. Mais le pasteur savait bien que ce n'était qu'une façade. Très vite, Anne a déniché une information. Une nouvelle négative concernant la mine de charbon Kangmin. Plus d'une dizaine de familles de victimes déploient des banderoles devant le portail de la mine de charbon Kangmin. Exigeant « Rendez-moi mon mari, meurtre doit être puni de mort ». Sur la photo, une femme au visage émacié tient en l'air une pancarte en carton. Sur la pancarte, le nom TRNGIV était écrit en rouge comme du sang. Alors, le pasteur a commencé à creuser la relation entre TRNGIV et la mine de charbon Kangmin. Une demi-heure plus tard, Anne a trouvé sur internet un message d'appel à l'aide datant d'1 an. TRNGC, de TRNGIV, était autrefois mineur à la mine de charbon Kangmin. Cependant, lorsqu'YQTui a nettoyé les affaires de TRNG, elle a découvert un journal intime, dans lequel étaient consignés en détail les agissements sinistres du vieux VNG-ISN. Il s'avère que VNG-ISN était un salaud extrêmement superstitieux. Chaque fois qu'il s'apprêtait à creuser une nouvelle galerie de mines, ou quand les affaires n'étaient pas vraiment florissantes, il inventait toujours des cabanes pour offrir des sacrifices aux dieux de la montagne, ce salaud. Et ce soi-disant sacrifice à la montagne consistait à utiliser des êtres humains vivants pour honorer le dieu. Peu après avoir découvert ce secret, TRNGIV eut un accident. Liu-Tui prit le journal intime, décidé à réclamer justice, mais elle fut sauvagement battue par les hommes de main de VNG-ISN. Ils la menacèrent aussi, si elle osait dire quoi que ce soit, elle et son enfant disparaîtraient ensemble. Acculé, Liu-Tui dut poster un appel à l'aide en ligne, mais son message resta ignoré de tous. Après leur rencontre, il alla droit au but. « Je suis quelqu'un qui peut vous aider à obtenir justice », dit-il en sortant de sa poche une épaisse liasse de billets. « Voici 500 yuan. Prenez-les pour subvenir aux besoins de vous et votre enfant pour l'instant. Je veux juste que vous me racontiez tout ce qui concerne la mine de charbon de Koangmin et ce vieux VNG-ISN. Plus ce sera détaillé, mieux ce sera. » En voyant la liasse de billets rouges flamboyants, les yeux de Liu-Tui devinrent rouges et humides. Depuis 1 an, elle avait enduré toutes sortes d'humiliations, ne survivant que grâce à de petits boulots et à la récupération de ferraille. Maintenant, enfin, quelqu'un tendait la main pour l'aider. Toutes les peurs et les souffrances refoulées pendant plus d'1 an éclatèrent à cet instant. Après avoir sangloté longuement, elle octa, VNG-ISN est un pervers. Chaque fois qu'il ouvre une nouvelle mine, il utilise des êtres humains vivants pour ses sacrifices. Il dit que c'est pour honorer le dieu de la montagne, qu'il échange la vie d'une personne contre la sécurité et la richesse de toute la mine. Mon mari a sûrement été transformé en offrande et est mort atrocement. En écoutant les mots entrecoupés de Liu-Tui dans ma tête, je dressai rapidement une carte complète. La mine de charbon de Koangmin était isolée au milieu des montagnes désolées de la banlieue ouest de Lontan. Le bureau de ce vieux VNG-ISN se trouvait dans un petit bâtiment au fond de la zone minière. Autour du bâtiment, 2 équipes de sécurité patrouillaient en alternance 24 heures sur 24. À l'intérieur, plusieurs gardes du corps restaient constamment à ses côtés. C'était une bande de têtes brûlées, sans peur de la mort. De plus, Liu-Tui fournit un détail extrêmement important. VNG-ISN, par nature méfiant, n'avait jamais fait confiance aux caméras de surveillance électronique. Ainsi, la plupart des caméras installées autour de son bureau n'étaient que des leurres pour intimider. Ce qui fonctionnait vraiment, c'étaient les caméras cachées qu'il plaçait aux endroits stratégiques. Elle avait même, grâce à sa mémoire, dessiné une carte rudimentaire indiquant les emplacements sur la berge que son défunt mari avait mentionné. Après avoir dit ces mots, Liu-Tui serra les dents avec haine, il a tué mon mari et a osé me menacer. Je ne vous demande que de le faire payer de sa vie. En l'écoutant, je compris enfin d'où venait l'intention de VNG-ISN. KOCNG trafiquait des criminels, et VNG-ISN les achetait, l'un courait après l'argent, l'autre après les vies. Et moi, j'étais la prochaine proie de cette chaîne criminelle, l'offrande sur le point d'être menée à l'échafaud. Si je n'avais pas agi vite pour éliminer KOCNG, mes ossements, alors qu'il est, auraient déjà été ensevelis sous quelque mine obscure, devenant ce qu'on appelle une offrande au dieu de la montagne. À cette pensée, le feu de la haine s'embrasa dans mon cœur. Cette ordure, le laisser vivre ne serait-ce qu'une minute. Une seconde de plus sur cette terre, c'était déjà un gaspillage. Sans une once d'hésitation, je donnai immédiatement l'ordre à mon homme de main d'éliminer VNG-ISN à tout prix. Au même moment, à la mine de Koangmin, VNG-ISN était assis dans son bureau, dans une rage fulminante. Son gros ventre ballottant, il criait au visage du cousin de ce KOCNG, désormais mort. « T'as pas trouvé d'autre filière, bordel? T'es bon à rien, ou quoi ?» VNG-IH, le cousin de VNG-ISN, encaissa l'engueulade sans broncher, n'osant même pas respirer fort. « Grand frère, je cherche une solution, moi aussi. Ce salaud de KOCNG est allé crever d'un coup. » Tu sais quoi? Si dans 3 mois t'as pas trouvé une offrande,
Je te fous le premier dans le trou à sacrifice du dieu de la montagne. Après avoir craché ces mots, il rugit et expulsa VNGIH pour qu'il aille travailler. VNGIH, comme gracié, s'enfuit du bureau en courant à toutes jambes. Dans la pièce luxueuse et somptueuse, il ne restait plus que VNGISN, seul. Il respira bruyamment, s'approcha de la baie vitrée au ras du sol et jeta un regard sur la mine illuminée, brillant dans la vallée en contrebas. C'était son royaume. Il était le petit roi de cette terre. La vie de quiconque ne tenait qu'à un clignement de ses yeux. Mais comment aurait-il pu savoir qu'une ombre, légère comme un fantôme, se glissait dans l'obscurité? Se fondant dans la nuit noire de la zone minière, la mine de charbon, nichée toute l'année au cœur de montagnes sauvages et désolées. Et avec une seule entrée et sortie, gardée par une équipe de sécurité. Au plus profond de la mine, une autre équipe patrouillait en relais, 24 heures sur 24. Cela semblait être une défense rigoureuse, mais aux yeux du pasteur, ce n'était qu'un jeu d'enfant. Il se faufilait, souple comme un vieux loup, le plus rusé et aguerri, silencieusement à travers les recoins cachés de la montagne et de la forêt. À la guérite, près de l'entrée, 2 gardes étaient penchés l'un vers l'autre. Les yeux collés à l'écran de leur téléphone à regarder des vidéos, complètement inconscients de ce qui se passait dehors. Profitant de l'instant où un camion de charbon entrait, le pasteur se colla contre le flanc du véhicule et se glissa à l'intérieur de la mine sans un bruit. Ensuite, fort de son expérience roublarde et des informations de l'IoT, il localisa précisément le bâtiment de 3 étages, le repère de VNGISN. À ce moment-là, au rez-de-chaussée, 4 gardes du corps étaient réunis pour jouer aux cartes. Le visage de chacun était rayonnant, concentré sur le jeu. Cette sécurité soi-disant inébranlable qui durait depuis si longtemps avait fait perdre toute vigilance à ses hommes de main. Le pasteur contourna rapidement l'arrière du bâtiment, où se trouvait une falaise abrupte, totalement dépourvue de garde. Il leva les yeux vers la fenêtre du 3e étage d'où filtrait une lumière jaunâtre. C'était le bureau de VNGISN. Aussitôt, il tira de sa ceinture un petit crochet compact. D'un simple mouvement du poignet, le crochet se referma instantanément. Le crochet s'accrocha juste sous le rebord de la fenêtre du 3e étage, sans faire le moindre bruit. Ensuite, il se pencha en arrière sur le câble d'acier, grimpant prudemment. En quelques respirations à peine, il atteignit le balcon du 2e étage, puis atterrit en silence, tel un charreau dans la nuit. Le pasteur ne bougea pas immédiatement, mais resta immobile, attendant. Quelques minutes plus tard, la porte du bureau s'ouvrit, et un homme, maugréant des jurons, sortit. Ce n'était autre que VNGIH, celui qui venait de se faire vertement réprimander par VNGISN. Putain, tu te crois supérieur parce que t'as un peu de pouvoir? Si t'es si fort, va donc chercher toi-même, marmonna VNGIH en se dirigeant vers l'escalier, fulminant et jurant entre ses dents. Au moment précis où il tournait dans un angle mort, une main surgit soudain de l'obscurité derrière lui attrapant la bouche et le nez à une vitesse fulgurante. Les pupilles de VNGIH se révulsèrent. Il essaya de se débattre, mais sentit soudain un froid glacial lui traverser la gorge. Une douleur déchirante, pénétrant jusqu'à l'os, le transperça. Il n'eut même pas le temps d'émettre le moindre son. Toute la force de son corps sembla l'abandonner sur le champ. Puis, quelque chose entraîna son corps désormais inerte, le tirant dans le débarras sous l'escalier. L'opération entière ne dura pas plus de 3 secondes. Ensuite, il fouilla VNGIH pour trouver son trousseau de clés. Puis, silencieusement, il monta pas à pas vers le bureau éclairé du 3e étage. À cet instant, VNGISN était affalé dans son fauteuil de directeur, les yeux fermés, se reposant. Il réfléchissait à quel endroit organiser un gros coup. Au même moment, la serrure de la porte du bureau émit un très léger déclic. Entendant ce bruit, VNGISN ouvrit les yeux avec impatience. « Je t'avais dit de foutre le camp, non? Qu'est-ce que tu viens encore foutre ici ?» Mais ces paroles, à peine sorties de sa bouche, s'éteignirent brusquement. Car l'homme qui se tenait à la porte était un inconnu au visage indéfini. Une alarme se mit à hurler dans la tête de VNGISN. Par réflexe, il plongea la main sous son bureau pour tâtonner à la recherche du bouton d'alarme. Mais il n'en eut pas l'occasion. La silhouette de quelque chose fonça sur lui, réduisant la distance de plusieurs mètres en un clin d'œil. VNGISN n'eut que le temps de sentir une vague d'énergie meurtrière glacée lui monter à la gorge, avant qu'une douleur atroce, déchirante, ne le transperce. Tout son fut bloqué dans sa trachée. Il ne pouvait émettre que des râles, semblables à des souffles. Il écarquilla les yeux, regardant l'homme au regard fuyant, stupéfait, incrédule. Un flot de liquide écarlate jaillit abondamment à travers ses doigts. Le pasteur ne lui accorda pas une seconde de répit. Il retourna le manche du stylo poignard d'une main, et porta un coup d'une extrême perfidie, droit sur le cœur de l'homme. Ajoutant un coup fatal de plus. Très vite, VNGISN s'effondra lourdement sur le sol. Il eut peut-être quelques soubresauts avant d'être complètement inerte. Une silhouette, le visage toujours glacial, observa toute la scène. Il ne se précipita pas pour fuir, mais entreprit de nettoyer soigneusement les lieux. D'abord, il prit un morceau de tissu et essuya méticuleusement les endroits qu'il avait pu toucher par inadvertance. Ensuite, il trouva le disque dur de la caméra de surveillance, caché derrière la bibliothèque. D'un geste brusque, il réduisit en miettes la tête d'enregistrement, détruisant complètement toute trace. Ce premier torrent, sa silhouette s'est peu à peu dissoute puis a disparu dans l'obscurité épaisse. Depuis qu'il s'était faufilé jusqu'à son départ, tout s'était déroulé en moins de 20 minutes. À ce moment-là,
la mine de charbon Guangming fonctionnait encore normalement. Personne ne savait que l'homme le plus redoutable de l'endroit avait officiellement quitté ce monde. Au même instant, à la prison de Blackstone, j'étais allongé les yeux fermés sur mon lit. Au moment même où la pointe glaciale d'une lame s'enfonçait en plein cœur de Wang Dachang. Félicitations, l'hôte a réussi son jugement et reçoit 800 points de survie. Dans le même temps, le fil de malveillance que Wang Dachang dirigeait contre moi s'est complètement dissipé. La menace nommée Wang Dachang avait enfin été déracinée jusqu'à la dernière racine. Je poussai un long soupir de soulagement. Mais les fibres nerveuses encore tendues ne pouvaient pas se relâcher entièrement. Actuellement, j'avais accumulé 2030 points de survie dans le système. Ce nombre suffisait pour que je puisse créer un nouveau gardien de prison. Sans la moindre hésitation, je me mis immédiatement à reconstruire ce gardien dans mon esprit. Je le nommai Innocent, un homme d'âge mûr au visage anonyme, facile à fondre dans la foule. Son identité était celle d'un gardien de la prison de Blackstone. Très vite, un dossier parfaitement logique, une identité de gardien sans faille, fut mise en place. Le système m'informa que demain, Innocent commencerait officiellement son travail et se présenterait. En même temps, cela me coûta 2100 points de survie. Voir la moitié de mes points de survie s'évaporer en un instant ne me fit aucun regret. Car comparé à ma vie, ce prix était vraiment dérisoire.